On va passer à la communication suivante. La mesure du glucose en continu en 2017, outils et exploitation pratique des données par le docteur Apavopoulet. Bonjour, donc merci de m'avoir invité encore cette année. Et je vais vous proposer de parler de la mesure du glucose qui est enfin sortie des murs de l'hôpital. Donc en fait, ça fait plusieurs années qu'en diabétologie, on utilise des capteurs de glucose. Ces capteurs, ils nous sont très utiles et on les pose à visée diagnostique de la même façon que les cardiologues utilisent des holters tensionnels ou des holters rythmiques. Le problème, c'est que ces capteurs, ils coûtent cher et que les patients ont du mal à les avoir pour une utilisation continue. Depuis juin 2017, il y a un capteur qui a pu obtenir son remboursement, c'est le Freestyle Libre Flash Glucose. Et du coup, ça va changer la pratique des patients, changer nos pratiques. C'est pour ça que ça m'a paru intéressant de vous parler de ce problème. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de voir comment ça fonctionne la mesure du glucose en continu, quels sont les dispositifs disponibles, l'intérêt, l'efficacité, et puis comment on fait pour prescrire. On fera un petit focus sur le freestyle libre, et je vous parlerai d'un système qui viendra prochainement de capteurs implantés. Alors, la mesure continue du glucose, comment ça marche? Il y a 3 éléments en fait. Il y a un capteur qui est posé au niveau sous-cutané, qui sera dans le compartiment interstitiel, qui va mesurer les variations, les changes entre le glucose capillaire, qui est ici le glucose sanguin, et le milieu interstitiel. Il va transformer ça en signal électrique et l'envoyer à un transmetteur. Le transmetteur va l'envoyer à un récepteur, qui peut être une pompe à insuline, qui pourra tenir compte des variations pour adapter son débit, un téléphone ou un lecteur de glycémie. Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre et bien expliquer aux patients, c'est qu'on n'est pas dans la mesure du glucose sanguin ou du glucose capillaire. On est dans le compartiment interstitiel. Donc il y aura automatiquement un décalage temporel qui est lié au temps d'équilibration entre le glucose sanguin et le glucose interstitiel, au délai de mesure par l'électrode sous-cutanée, à la conversion du signal électrique en taux de glucose et à l'affichage sur l'écran. Donc ce décalage, il va de 4 à 10 minutes. Pour les valeurs hautes, il va être de 10 minutes. C'est-à-dire que vous allez trouver, quand vous allez regarder sur votre récepteur ou quand vous allez scanner, un chiffre élevé qui était en fait le reflet de ce qui s'est passé dans le sang il y a 10 minutes. Et pour les valeurs basses, le décalage, il est de 6 minutes. Donc c'est important d'expliquer ça aux patients. Alors, les dispositifs disponibles, il y a 2 grands types de dispositifs. La transmission flash, donc où là, le patient, il doit scanner et chercher l'information. Donc c'est ce dispositif qui est remboursé, et le dispositif à transmission continue. Donc ces systèmes-là, il n'y a pas d'effort à faire, l'information est visible directement soit sur un récepteur, soit le récepteur, il peut être une pompe à insuline, et ce système-là, le système Medtronic, est un système où, avec les mesures du glucose, le débit de la pompe peut s'arrêter, notamment avant que le patient fasse une hypoglycémie. C'est le seul système actuellement disponible, et il y aura une évolution pour les prochaines années, avec une possibilité de modification du débit en cas d'hyperglycémie. Alors, à quoi ça sert de mesurer le taux de sucre? On a, depuis un moment, montré qu'il y a une fréquence entre l'autosurveillance glycémique et le niveau d'hémoglobine glyquée chez les patients. Alors ça, c'est un travail qui a été fait chez des patients diabétiques de type 1. Il y avait 20 000 patients qui étaient traités par pompe à insuline ou multi-injection. Mais on voit que chez ces patients-là, plus la fréquence de l'autosurveillance glycémique est importante, quelle que soit la classe d'âge, plus le niveau d'hémoglobine glyquée sera bas. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité? L'HAS demande aux patients diabétiques insulinotraités, qui ont au moins 4 injections d'insuline par jour, de réaliser au moins 4 contrôles de glycémie par jour. Sauf qu'en vrai, ces patients-là, ils font moins de 4 contrôles, ils en font 3 en moyenne, et qu'il n'y a que 30% des DT1 insulinotraités et des 36% des DT2 qui suivent les recommandations. Donc la fréquence et la pratique de l'autosurveillance est inférieure à ce que ça devrait être. Et chez ces patients-là, il y a un vrai intérêt à avoir une mesure continue du glucose pour les aider à améliorer les choses, sous réserve d'une éducation adaptée pour aider à l'exploitation des données. Alors, est-ce qu'il y a un autre impact? Oui, il y a un impact sur les hypoglycémies. Alors, en résumé, en fait, chez des patients qui ont un diabète de type 1, chez qui on a couplé un système avec une pompe et un capteur, ce qu'on appelle les pompes real-time, on a montré que ça réduisait le temps passé en hypoglycémie et la fréquence des événements hypoglycémiques. Le système flash chez des patients diabétiques de type 1 a montré qu'il y a une réduction du temps passé en hypoglycémie de 38% par rapport aux patients qui n'en portent pas. Et chez les patients diabétiques de type 2, il y a aussi une réduction de 43% du temps passé en hypoglycémie. Donc un net impact sur les hypoglycémies. Est-ce que cet investissement, parce que ça a un coût, est-ce que cet investissement, est-ce que cet investissement, il est rentable? Alors, il est rentable, mais il est
ça retentit sur le plan économique. Alors, je n'ai pas de données françaises, il y a des études qui sont en cours là-dessus. Il y a aux États-Unis un modèle qui a été fait chez des patients porteurs de pompes real-time. Ça a montré que ça diminuait de 32% les hospitalisations pour hypoglycémie et ça réduisait les coûts de 54 millions sur une population de 46 500 DTA. Alors, quelles sont les indications pour le freestyle libre? Donc, ça concerne les patients diabétiques de type 1 et de type 2 qui sont traités par multi-injection d'insuline, au moins 3 injections d'insuline par jour. Et c'est la seule indication où c'est remboursé. Sinon, si les patients ils veulent s'en procurer, ils peuvent se l'acheter sur Internet. Les autres systèmes, donc, ils concernent plutôt les diabétiques de type 1, adultes ou enfants, qui ont un diabète déséquilibré ou des problématiques hypoglycémiques. Ils ont obtenu un avis favorable pour le remboursement, mais pour l'instant, pas de remboursement. Alors, comment on prescrit un freestyle libre? La prescription initiale est faite par un diabétologue ou un pédiatre qui s'occupe de diabète. Ça peut être un praticien de ville ou un praticien hospitalier. Il y a une prescription, une phase test sur 1 à 3 mois, un programme éducatif qui normalement doit être associé, et à l'issue de la phase test, le patient est réévalué. Si tout va bien, la prescription est renouvelée, et ensuite le médecin traitant, il peut renouveler la prescription. Pour les autres systèmes, ça concerne plus les diabétologues ou les pédiatres en structure hospitalière. Ça a un intérêt plutôt pour les patients diabétiques de type 1 avec des problématiques hypoglycémiques, notamment les systèmes couplés à la pompe avec le système d'arrêt avant l'hypoglycémie. Le programme ETP, donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux patients, donc comment utiliser le système, s'il y a besoin d'une calibration, s'il y a un paramétrage et surtout comment utiliser les messages d'alerte et les flèches de tendance. On va le voir un petit peu plus tard pour le freestyle. Alors, si on s'intéresse au freestyle, comment ça marche en détail? Donc, il y a deux éléments. Donc, il y a un capteur qui est de la taille d'une pièce de 2 €, qui fait environ 5 grammes, qui va être inséré au niveau sous-cutané. Ce capteur, il va mesurer automatiquement, toutes les minutes, donc en semi-continu, le taux de glucose interstitiel. Et il va garder en mémoire les glycémies des 8 dernières heures. Si vous voulez connaître la valeur de la glycémie, il faut scanner, donc utilisez le lecteur qui est en dessous, et vous allez avoir la valeur de la glycémie. Chaque fois que vous scannez, vous remettez le compteur à 0, et ça enregistre, le lecteur, il garde en mémoire les glycémies des 90 derniers jours. Alors comment ça se pose? Donc il faut désinfecter la partie supérieure du bras, c'est là où c'est validé pour l'instant. Cet élément, en fait, c'est un inserteur qu'on va coupler au capteur qui va être dans la petite capsule là, et ensuite on va l'insérer à la partie supérieure du bras. Ensuite, on va démarrer le capteur, il faut attendre 1 heure pour le démarrage, et après on va pouvoir utiliser. L'utilisation, donc il y a deux modes d'utilisation, l'utilisation en temps réel et l'analyse rétrospective des données. Donc en temps réel, quand le patient il va scanner, il va avoir 3 éléments. Son taux de glucose, donc là c'est un exemple 1,10 g, une flèche de tendance qui va vous dire si le taux de sucre il va monter vite, donc plus de 2 mg par décilitre par minute, moins vite, 1 à 2 mg, il va rester stable et se modifier peu, il va baisser moins vite, 1 à 2 mg par minute, ou très vite, de 2 mg par minute. Et vous avez l'historique du taux de glucose sur les 8 dernières heures. Dans cette utilisation en temps réel, votre patient il peut rentrer aussi des informations. Donc quand il va scanner, il y aura un petit stylo qui va apparaître en haut, et ce petit stylo va lui faire accéder à un menu. Donc sur ce menu, il peut renseigner les doses d'insuline qu'il a injectées, s'il a mangé, ça passe tout seul, donc s'il a mangé ou pas. Après, l'utilisation des flèches de tendance. Donc ça, c'est ce qu'on explique aux patients quand on parle le dispositif. Donc à chaque scan, il va avoir une image avec des flèches de tendance. On va lui fixer un objectif et on va lui dire, en fonction de ces flèches de tendance, quelle est la conduite à tenir. S'il a une glycémie qui est inférieure à l'objectif souhaité et que la flèche de tendance, elle descend, et on va par exemple l'encourager à se resucrer. S'il a une pompe, on va lui donner des conseils pour adapter son débit de base. Ensuite, on a la question de la fréquence des scans. Alors on s'est dit au début, il y a des patients qui vont scanner toutes les 5 minutes, ça va être une vraie psychose. Et ça, c'est une donnée qui est apparue avec le relevé d'utilisation des gens qui utilisent le freestyle libre en Europe. Donc il y a plus de 50 000 utilisateurs avec 409 millions de mesures. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, les utilisateurs, ils scannent 16 fois par jour. Et qu'il y a une corrélation entre le nombre de scans, l'hémoglobine glyquée et la fréquence des hypoglycémies. Et qu'un nombre important de scans, donc là c'est les gens qui scannent jusqu'à en moyenne 50 fois par jour, vous voyez qu'ils font moins d'hypoglycémie, c'est la courbe en rouge, et leur hémoglobine glyquée estimée est plus basse. Ensuite, on passe à l'analyse rétrospective des données. Alors, sur l'écran du lecteur, donc vous avez deux éléments. Vous avez là un point que vous pouvez appuyer sur le taux de glucose, et puis là sur l'historique. Alors l'historique vous amène à un menu avec plusieurs rubriques. Le carnet d'autosurveillance classique,
où vous avez le déroulé des valeurs de glucose, le taux moyen de glucose par tranche horaire, et avec les valeurs. Donc là, le patient il peut intervenir dessus. Il peut se dire, par exemple, là, entre 8h et midi, c'est plus élevé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, c'est ma dose d'insuline qui ne va pas. La durée passée dans la cible. Donc le challenge, c'est de maintenir le pourcentage le plus élevé possible. Pardon. Les événements hypoglycémiques, avec leur fréquence et les périodes où ça survient. Le graphique quotidien, les tendances quotidiennes et l'utilisation du capteur. Ensuite, on peut avoir accès à ces données en temps réel, en rétrospectif, à partir d'un logiciel d'exploitation qui est disponible sur le site freestylediabète.fr. Donc on télécharge le logiciel et on peut brancher le lecteur et on obtient des données. Donc ces données, c'est le journal des tendances quotidiennes, c'est une image instantanée sur les glycémies. Ça nous donne une idée d'observance, une idée pour adapter les doses d'insuline basale, prandiale, si le patient il fait des hypoglycémies. Donc un exemple d'image instantanée. Donc vous avez la période d'utilisation, vous avez le taux moyen de glucose sur la période, une estimation de l'hémoglobine glyquée, une courbe avec la charge médiane, la charge avec le taux médian de glucose, la durée passée dans la cible. Un élément intéressant, ce sont la courbe sur les événements hypoglycémiques. Donc vous avez leur fréquence, et plus c'est foncé, plus il y en a. Là, vous voyez que c'est une patiente qui est passée, il y a eu 16 événements hypoglycémiques, elle a passé 159 minutes en hypoglycémie entre le 11 et le 22 août. Pardon. Et vous avez l'utilisation du capteur. Le patient peut renseigner aussi les glucides, s'il fait de l'insulinothérapie fonctionnelle, et les doses d'insuline injectées. Donc si on s'intéresse à l'analyse rétrospective des données, donc l'animation est partie un peu vite, mais vous avez dessus la plage cible, la charge en glucose, donc c'est la ligne bleue médiane, la stabilité du taux de glucose, donc est-ce que ça reste stable sur l'ensemble de la période, et la variabilité du taux de glucose qui détecte les hyperglycémies, les périodes où les repas ne sont peut-être pas adaptés. Alors, quelques exemples, donc en termes d'image instantanée pour évaluer par exemple la dose d'insuline basale. Donc ça, c'est une patiente qui est hémodialysée, qui fait 4 injections d'insuline par jour, à qui on a posé un capteur. On s'est rendu compte qu'en deuxième partie de nuit, vous avez son taux de glucose qui baisse considérablement. Elle fait pas mal d'hypoglycémie, donc on a pu réajuster sa dose de basale avec elle comme ça. Ça, c'est l'exemple d'un patient qui a un diabète de type 1, qui est en hyperglycémie après son petit déjeuner. Donc là, c'est net, c'est franc. Et on lui a conseillé de réajuster son bolus d'insuline rapide à ce moment-là. Il y a aussi un réajustement du débit de base nocturne qui sera nécessaire. Donc ce sont des informations qui sont très utiles. Les avoir, c'est bien, et il faut quand même passer du temps avec le patient pour exploiter les choses. Et puis, un petit mot sur ce qui va se passer dans le futur. Donc, le problème de ce dispositif, j'ai des patients qui me disent « Ouais, mais le problème, c'est que ça se voit. » Les jeunes femmes, notamment. Alors, le laboratoire a sorti des stickers, des trucs pour essayer de le camoufler. Sinon, l'autre option, c'est de le mettre à l'intérieur. Donc, c'est Roche et Senseonic qui sont en train de développer ça. Système de capteur implanté chirurgicalement. Donc, on fera une incision dans la partie supérieure du bras. On va insérer le capteur avec un inserteur. Et ce capteur pourrait rester en place pendant 6 mois. Il n'y a pas de récepteur cette fois-ci, ça va être directement connecté à un smartphone. Donc il y a déjà eu le marquage CE, peut-être la commercialisation et le remboursement, parce qu'ils vont sortir avec le remboursement en France. Donc ces technologies changent considérablement notre approche du diabète chez les patients qui ont un diabète insulino-traité. Ça nécessite chez le patient un changement de référentiel. Pour nous aussi, ça nécessite un apprentissage pour les patients et pour nous. Les consultations en diabétologie, elles sont un peu plus longues, mais un peu plus marrantes aussi, parce qu'on a des choses qu'on peut plus exploiter. C'est un pas de plus vers le pancréas artificiel et la médecine connectée. Quand il y a eu des présentations sur ces systèmes à l'ESD récemment, on a montré l'exemple d'une patiente qui avait un diabète de type 1, qui se lève le matin, qui a sa glycémie sur son récepteur. La glycémie est envoyée directement à son centre de soins qui lui donne des conseils. Elle explique qu'elle va faire de l'activité physique, on lui dit quoi faire, quel type d'aliment prendre. Elle va faire son activité physique. À ce moment-là, elle court, elle fait une arythmie, c'est détecté par son capteur qui renvoie un signal au centre de soins. Les choses sont transmises au cardiologue qui prescrit un traitement et le traitement arrive directement en livraison chez le patient qui n'a plus rien à faire. Donc le futur sera peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille de lire ce très bon hors-série de médecine des maladies métaboliques qui a été établi par la Société francophone du diabète. Voilà, merci.
Y a-t-il des questions pour cette très intéressante communication? Oui, au fond de la salle. Vous avez un micro. Est-ce que tu l'utilises en milieu hospitalier sur tes diabètes compliqués qui arrivent en, je sais pas, en coma, en acidocétose ou des choses comme ça? Est-ce que, puisqu'ils sont sous pompe à insuline finalement, et quelle est ton expérience là-dedans? Alors, en situation d'urgence, on ne l'utilise pas simplement parce qu'à l'hôpital, on n'en a pas à disposition. Moi, j'ai un système navigateur que j'utilise, mais pour des diagnostics d'hypoglycémie nocturne, quand je suspecte des patients, quand ils arrivent en situation d'urgence comme ça, le contrôle de glycémie capillaire au bout du doigt, il suffit. Mais peut-être qu'effectivement, dans le futur, on aura un système de capteurs. Les patients qui vont rentrer, on pourra leur poser un système comme ça, on n'aura plus à leur piquer le doigt, et l'infirmière, au lieu de passer faire des glycémies capillaires, pourra scanner simplement les patients. Oui. Il n'est pas branché, votre micro. Pardon. C'est par rapport aux patients obèses, par rapport à l'épaisseur de la... J'ai pas de données disant que ça s'était perturbé. Y a-t-il d'autres questions? Combien vous recommandez idéalement de mesures pour qu'on soit, sans être obsessionnel, mais suffisamment fiable, hors pompe? Hors pompe, alors au moins 6 à 8 scans par jour. Pour qu'on ait une évaluation de ce qui se passe le matin, après les repas, et dans la période interprandiale, et qu'après, au moment où le patient fait de l'activité physique, par exemple, c'est intéressant pour lui de vérifier ce qui se passe. Combien de patients sont implantés comme ça, en France ou à La Réunion? Alors, j'ai pas les chiffres exacts pour l'instant sur la France ou la Réunion. J'ai regardé ça tout à l'heure pour savoir combien de patients seraient potentiellement éligibles. Et j'ai retrouvé sur 60 000 patients traités pharmacologiquement pour le diabète à la Réunion, 10% de ces patients qui seraient sous insuline seuls. Donc ça fait 6 000 patients. Maintenant, là-dedans, il y a des diabétiques de type 1, il y a des patients en hémodialyse, mais potentiellement, ce chiffre-là, peut-être. D'accord. Une dernière question. Oui, qui pose cet implant? Parce que moi j'ai eu le problème avec une infirmière qui ne voulait pas le poser parce que c'est pas à côté. Bah, c'est le patient qui doit le faire. Oui, mais l'endocrinologue l'a prescrit et le patient s'est retrouvé avec ça son capteur. Normalement, quand on prescrit le capteur, chacun ses pratiques, mais moi ce que je fais, c'est que je donne l'ordonnance, je demande au patient de revenir et on le pose ensemble la première fois pour qu'il sache le faire. C'est très très facile, je m'en suis... Tout compte fait, c'est moi qui l'ai posé, mais Voilà. bon, je veux dire, les infirmiers de toute façon ne voudront pas le poser et c'est pas coté. Ça dépend, ouais, mais il n'y a pas besoin de le coter. Hein. C'est d'ambulatoire pour des patients qui doivent être normalement autonomes. Les infirmiers, s'ils veulent que ce soit coté. Hein. On peut pas Allez, tout coter non plus. cette fois-ci, une toute dernière question. Oui, alors finalement, le fait d'avoir des prises quotidiennes et itératives, ça modifie les comportements et c'est de nature finalement à équilibrer la glycémie chez les patients obsessionnels, comme disait le modérateur. Oui, théoriquement, c'est ce qu'on attend à observer. En tout cas, les patients qui l'utilisent, on a l'expérience sur le terrain à l'hôpital, il y a une amélioration de la qualité de vie, il y a une réduction des hypoglycémies, et il y a quand même une amélioration aussi sur l'hémoglobine glyquée qui sera attendue. Même si ce n'est pas net dans les études. Merci beaucoup.